le bombardement de Majinga d'abord, puis de Tamatave par la marine française. La reine Ranavaloun II est remplacée peu après par la reine Ranavaloun III, sa cousine, et elle est intronisée, couronnée en novembre 1883. Le changement de reine ne constitue pas un événement politique majeur puisque la politique est dirigée depuis 20 ans par le Premier ministre Raini Layarivoun qui épouse la troisième Ranavaloun comme il avait épousé Rachoeirn, Ranavaloun II, donc il épouse en troisième noce, si j'ose dire, Ranavaloun III. Elle est de 20 ans ou 30 ans sa cadette et il l'a choisie lui-même parce qu'il pense qu'elle sera assez malléable. Il aurait dû prendre sa sœur aînée, mais elle était plus rugueuse et moins jolie aussi. Donc il a réussi à manœuvrer pour prendre la jeune Razadreti, dont vous avez ici énormément de portraits, dans une collection d'ailleurs formidable. Donc cet événement de la mort de la reine, politiquement, ne joue pas un grand rôle, mais évidemment, le bombardement de Majinga puis de Tamatave par la marine française constitue un acte de guerre caractérisé qui, comme l'a dit Clausewitz, est la continuation de la politique par d'autres moyens. Alors, c'est quelle politique a conduit à cet événement guerrier ? C'est ce que nous allons essayer d'examiner en voyant le cadre historique et géopolitique pour comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Le cadre historique et politique, c'est d'abord la vie politique de Madagascar. Depuis le début, même la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, le gouvernement Merne a tenté de conquérir en quelque sorte d'abord l'Imerne avec le roi Andrian Ampoin-Imerne, puis par son fils Radam Ier de pousser la cohésion du pays en envoyant des gouverneurs dans la plupart des régions de Madagascar. Ce rôle a été suivi ensuite par la reine Ranavaloun Ier, avec une certaine cruauté, mais avec toujours la même volonté de réunir toutes les tribus de Madagascar sous l'égide de l'Imerne. Évidemment, ça n'a pas été sans un certain nombre de difficultés et d'exactions, parce que les gouverneurs ont parfois eu la main un peu lourde, et un certain nombre de peuples, ceux du sud, ne se sont jamais vraiment rangés. Ceux du nord-ouest en particulier se sont rangés, mais avec beaucoup de réticence. C'était essentiellement les Sakalaves et les Antankars. Je cherche, oui voilà. Non, c'est celui-là en dessous. Voilà. Alors, pour étudier le long processus diplomatique que nous avons à examiner, je me suis servi essentiellement ces deux documents qui sont extrêmement intéressants. Le livre jaune, c'est un livre officiel publié par le ministère français des Affaires étrangères et qui comporte un verbatim d'à peu près, enfin disons de l'essentiel des négociations qui ont eu lieu. Et puis je me suis appuyé aussi sur La guerre illustrée de Huard, qui a été publiée en 1887 et qui donne énormément de détails à la fois sur la guerre et sur les négociations qui ont conduit au traité. Ces deux livres-là, j'étais très content de les avoir dans ma bibliothèque et je ne les trouvais nulle part ailleurs. Je vous signale que maintenant on les trouve sur Gallica et je ne saurais trop vous en recommander la lecture parce que ce sont des documents extrêmement riches, extrêmement vivants. Alors il y a un autre document qui aurait pu être utilisé et dont j'ai eu mention à travers ces documents-là, sauf, enfin pas à travers celui-ci, mais à travers celui-là. C'est un livre rouge
le livre rouge que Reini Yarivoun, le Premier ministre, a publié en 1885, donc à la fin des négociations, un peu avant le traité, et qui relate, comme le livre jaune français, les différentes étapes des négociations, les différents arguments avancés. Malheureusement, ce livre rouge, je ne sais pas s'il existe encore. Ce serait un document extraordinaire si on pouvait le retrouver, mais je n'en ai eu de mention qu'à travers les auteurs de ces textes-là. Alors, ce qui se passait donc à Madagascar, c'était une mainmise souhaitée et engagée du royaume Merne sur l'ensemble de l'île. Et ce royaume, malgré tout, cherchait, malgré, disons, un certain repli sur soi, notamment au temps de la reine Ranavalo Ier, cherchait quand même à participer au concert des nations. Et ce concert des nations, il se trouve que ce n'est pas exactement la petite musique de nuit de Mozart jouée moderato cantabile, c'est un concert parfois un peu brutal. Et les deux nations qui, à l'époque, dominaient le monde et avaient des vues sur Madagascar, parce que c'était une île très bien placée comme étape sur la route de la mer des Indes. Les deux nations, c'est l'Angleterre, protestante, et la France, républicaine, mais quand même de culture catholique, donc essentiellement rivale. Dans l'histoire, Napoléon, Jeanne d'Arc, je n'ai pas besoin de vous raconter tout cela. Et l'Angleterre et la France avaient deux politiques différentes à Madagascar. L'Angleterre avait introduit du temps de Radam Ier une puissante société protestante, méthodiste, je crois, la LMS, la London Missionary Society. Et ils avaient investi un certain nombre de secteurs, notamment l'éducation, et donc ils étaient relativement puissants depuis l'époque de Radam Ier, même si la reine Ranavaloun Ier les avait un peu et même largement écartés. Ils étaient encore très puissants. La France, de son côté, avait une toute autre politique. Elle avait investi un certain nombre de comptoirs côtiers depuis le XVIIe siècle, et elle estimait, selon un droit géopolitique ancien, un droit international ancien, et elle estimait que la terre appartenant aux premiers découvreurs, eh bien, elle avait des droits sur Madagascar parce qu'elle avait eu un certain nombre de comptoirs côtiers, notamment sur la côte Est. Et en France, l'opinion publique était absolument convaincue que la France avait effectivement des droits sur Madagascar, d'autant plus que un certain nombre de peuples du nord-ouest, notamment les Sakalaves et les Antankars, en 1840 et en 41 et 42, 1841 et 1842, avaient passé des accords de protectorat ou de protection avec la France. Des marins français, des officiers français étaient passés sur la côte à cette époque-là, avaient passé des accords, comme ça se faisait assez régulièrement, donc avec des roitelets locaux, qui avaient cédé leur pouvoir ou qui avaient cédé leur territoire contre un certain nombre de ce qu'on appelait la coutume, c'est-à-dire des avantages en nature, des armes éventuellement, des munitions, des choses comme ça, de l'or éventuellement. Donc des accords avaient été passés en 1841 et 1842. Et la France considérait qu'elle avait des droits sur Madagascar, des droits traditionnels et ancestraux, tous ceux qui, depuis le XVIIe siècle, avaient été attachés à ces comptoirs, qui d'ailleurs n'avaient jamais beaucoup fonctionné. Ils avaient périclité parce que les chefs de mission étaient généralement brutaux et incompétents, mais on avait quand même considéré que les droits étaient toujours là. Et puis alors il y avait donc ces contrats, entre guillemets, passés avec des roitelets du Nord-Ouest. En France, très peu de personnes contestaient, alors là, bon, je n'ai pas besoin de vous présenter ces personnages, très peu de personnes contestaient les droits de la France. Mais il y avait ces deux personnages, Ruben Sayens et Frédéric Passy, qui sont bien oubliés maintenant, mais qui avaient publié
Ruben Sayens avait publié en 1884 Nos droits sur Madagascar. J'ai besoin de mes lunettes pour relire le titre sur mon livre. Nos droits sur Madagascar et nos griefs contre les houves, et écrit en tout petit, considérés impartialement. Et Frédéric Passy, qui était un personnage plus connu, il a été le premier prix Nobel de la paix en 1901, conjointement avec Dunant, qui était le fondateur de la Croix-Rouge. Donc c'était des personnages qui étaient quand même connus, mais leur voix, ils ont prêché dans le désert, personne ne les a écoutés quand ils ont contesté eux-mêmes les droits de la France, notamment en s'appuyant sur le livre rouge et en constatant que lorsqu'on avait négocié, la France n'avait pas mentionné ce livre rouge qui était resté un petit peu en oubli, alors que sur un certain nombre de points, nous allons le voir, le livre rouge présentait une version tout de même un petit peu différente des négociations franco-malgaches. En revanche, les deux personnages que nous avons à gauche, Jules Ferry et Georges Clemenceau, eux, finalement, bien que Clemenceau se soit opposé, bon, Jules Ferry, tout le monde sait que c'était un colonialiste patenté, et que par conséquent, il a mené sa politique en tant que président du Conseil et en tant que ministre des Affaires étrangères. Il a mené évidemment le combat politique pour affirmer les droits de la France sur Madagascar. Georges Clemenceau contestait la thèse de Jules Ferry selon laquelle les nations civilisées devaient apporter la civilisation aux nations non civilisées, et il contestait évidemment le classement entre peuples supérieurs et peuples inférieurs, races inférieures et races. Bon, le terme de race à l'époque ne comportait pas les connotations qu'il peut avoir maintenant, mais ça voulait dire quand même qu'il y avait une classification que Jules Ferry acceptait. Clemenceau la contestait, mais malgré tout, il était opposé à la colonisation beaucoup plus pour des raisons politiques simples, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas des expéditions lointaines et coûteuses, et qu'il préférait, comme la plupart des politiques français, qu'on s'attaque à l'Allemagne qui nous avait volé l'Alsace et la Lorraine en 1870, et que par conséquent, plutôt que d'aller chercher la gloire et peut-être le profit sous les tropiques, il valait mieux essayer de reprendre nos provinces perdues. Alors la guerre, elle éclate donc de façon ostensible en 1883, en mai 1883, mai et juin 1883, et elle a des causes immédiates. Les causes immédiates, c'est qu'en 1878, le consul général Jean Laborde, que tout le monde connaît à Madagascar, et qui avait été consul pendant 13 ans, meurt. Et ses héritiers, dont ses deux neveux, dont un était le chancelier du consulat, Campan, veulent vendre des propriétés que Jean Laborde avait acquises, notamment grâce à la bénédiction de la reine Ranavaloun, dont il était l'ami. Et le gouvernement malgache lui oppose l'inamovibilité de la terre en disant les propriétés, les bâtiments, vous pouvez les vendre, mais vous ne pouvez pas vendre la terre sur laquelle ils ont été construits, car la terre appartient à la reine. Et la doctrine, depuis Radam, était très claire. La mer est la limite du royaume et la terre appartient à la reine. Donc, on leur oppose, si vous voulez. Alors, il se référait à un traité de 1868 dans lequel il avait été prévu que les Français pouvaient posséder des biens. Mais il n'était pas question de la terre. Alors, donc, le Premier ministre refuse la succession Laborde à ses héritiers. Et dans le même temps, autour de 1880, il envoie sur les comptoirs côtiers qui étaient prétendument sous protectorat français, poussé en cela et aidé en cela, effectivement, il y en a des preuves par les pasteurs anglais,
il fait une grosse opération de séduction auprès des peuples du Nord-Ouest, les Sakalaves et les Antankars, en leur demandant et en obtenant qu'ils arborent le pavillon de la reine Ranavalund sur 2 ou 3 forts côtiers sur la côte nord-ouest. Donc voilà Laborde dans son costume de consul général et la reine Ranavalund II, qui était morte donc en 1883. Voilà les chefs côtiers qui avaient passé des accords en 1841 et 1842 avec un certain nombre d'officiers français. Donc il y avait Tsiumaun qui était reine de Sakalav de Nosibé, Tsimiaou, roi des Antankars, Tsiolano de l'île, je ne sais plus quelle île, peu importe, et Monza. Bon, il y en avait d'autres, donc il y avait un certain nombre, si vous voulez, de rois de la côte nord-ouest qui avaient passé des accords avec les Français. Face à cette manifestation de l'autorité ouve, le gouvernement français réagit. Il ne s'était pas occupé de ces postes depuis 1840, mais évidemment, à partir du moment où on vient planter le drapeau ouve sur un territoire dont il revendiquait le protectorat depuis 40 ans, même sans y venir, ça a déclenché évidemment, d'autant plus qu'il y avait déjà le contentieux sur la succession de Laborde. Par conséquent, la France réagit et on envoie un aviso. Je pense que... Ah, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, donc les chefs Sakalav lui-même, et on envoie l'aviso, le forfait, c'est un petit navire armé, petit navire de guerre, et on l'envoie enlever les drapeaux donc, qui existaient sur 2 forts. C'est un acte de guerre, là aussi, bien avant la déclaration, si vous voulez, mais la France prétend reprendre, si vous voulez, ses droits sur ces 2 endroits où on avait planté le drapeau ouve. Et donc, dès 1882, cet acte de guerre fait que la France se prépare, et à la suite des négociations, on le verra plus tard, à Tananarive et à Paris, puisqu'une ambassade a été envoyée à Paris, on va y revenir, le gouvernement français se prépare à utiliser la force, surtout pour essayer d'impressionner et d'obtenir, si vous voulez, ce qu'elle veut, sans avoir besoin de l'utiliser vraiment. C'est la grande tactique pour essayer de vaincre l'adversaire sans avoir besoin de dégainer les armes. Et donc on envoie une escadre, et ce monsieur, François Césaire de Mailly, député de la Réunion, et tout particulièrement parmi les Français qui tiennent au droit de la France sur Madagascar, c'est certainement un des plus acharnés. Et il est donc député de la Réunion, car évidemment, la Réunion envoie beaucoup de colons à Madagascar. Les colons français de Madagascar à l'époque sont au moins pour moitié, sinon plus, des ressortissants de l'île de la Réunion. Donc, M. de Mailly, pendant 1 mois, assure l'intérim du ministère de la Marine et des colonies, et il en profite pour envoyer l'escadre de la mer des Indes, la division navale de la mer des Indes, sous le commandement du contre-amiral Pierre, stationné à Tamatave. Devant cette menace, on verra que le gouvernement ouve délègue immédiatement une ambassade à Paris pour essayer d'accalmer les choses. Mais on y reviendra puisque pour l'instant on parle essentiellement de la guerre. Donc on envoie l'escadre de la mer des Indes stationnée devant Tamatave. Bon, c'est une dizaine de navires, mais enfin c'est quand même déjà assez impressionnant étant donné que le pouvoir ouve n'a pas de marine et que le port de Tamatave est déjà à l'époque évidemment le poumon et l'entrée dans Madagascar. À la suite de cela,
on déclenche des hostilités, puisque le gouvernement ne répond pas aux sollicitations qui lui ont été faites. Au début de mai, on demande à cette escadre qui s'est installée devant Tamatave de reprendre de vive force, c'est la formule, reprendre de vive force des forts houves sur la côte nord-ouest. Alors, on va s'attaquer essentiellement à la douane de Murunsang, qui sera détruite, mais on considère que ce n'est pas un acte de guerre, puisqu'elle est sous protectorat français. Donc c'est un acte défensif. C'est l'argument qui est avancé. Et c'est le croiseur La Flore, donc qui est le navire amiral de la flotte qui a été délégué devant Tamatave, qui se charge de cette opération. Quelques jours après, on s'attaque, alors là, en territoire malgache, on s'attaque à Majunga. Le gouverneur de Majunga envoie des délégués sur la Flore pour essayer de négocier, disons, une trêve, mais comme l'ultimatum qui a été envoyé au gouverneur de Majunga n'a pas eu de suite, il a obtenu une réponse négative. Le 16 mai, c'est presque un anniversaire, le 16 mai 1883, on bombarde la Flore, donc le navire amiral de la flotte portant drapeau, portant pavillon de l'amiral Pierre, bombarde Majunga et investit la ville. La garnison houve se retire. Et l'amiral Pierre reçoit l'ordre de revenir ensuite à Tamatave avec la Flore et tout le reste de l'escadre. Il donne un ultimatum au gouverneur Andrian Manpandri, un ultimatum le 1er juin, demandant au gouvernement houve d'accepter premièrement d'enlever ses pavillons et de laisser le protectorat français s'instaurer là où les traités de 1841 et 1842 ont été passés, et d'accepter que les Français puissent avoir des propriétés à Madagascar. Également de payer une espèce de rançon pour les déprédations qui ont affecté les colons français pendant plusieurs années. Évidemment, la réponse revient négative et à ce moment-là, l'amiral Pierre bombarde. Alors, il y a eu des préparatifs, on y viendra, mais l'amiral Pierre bombarde Tamatave, comme on l'a vu dans le premier texte, et c'est le gouverneur de Tamatave, Randriaman Pandri, qui aura d'ailleurs un destin tragique un peu plus tard, on y reviendra. Donc on bombarde Tamatave, le 9 mai, l'ultimatum a été envoyé le 1er le 1er mai, et non, en fait, oui c'est ça, le 1er, non c'était le 9 juin en fait, j'ai fait une erreur là. L'ultimatum a été envoyé le 1er juin, et 9 jours après, la réponse ayant été négative, la France investit la ville de Tamatave et le fort de Tamatave. Entre-temps, comme la guerre était préparée, évidemment, les houves avaient fait un certain nombre de préparatifs. Donc on avait rappelé les officiers, on leur avait redonné leur grade, c'est-à-dire ce qu'on appelait à Madagascar leurs honneurs, et le Premier ministre avait profité de l'ambassade des ambassadeurs houves à Londres pour recruter un officier anglais qui était chargé de diriger et de former l'armée houve. C'est le général Digby Willoughby, enfin je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est lui qui va jouer un très grand rôle dans la suite des opérations. Donc il organise la défense autour de Tamatave, notamment, on le voit ici, alors je sors mon petit appareil magique, s'il veut bien, c'est dans l'autre sens. Voilà.
il organise la défense à Farafat et le fort de Manjakandrian Dombana. Donc voilà Tamatave ici. Et au moment où et donc ici aussi j'ai trouvé ce document ancien, donc les lignes de Farafat, c'est important parce qu'on verra qu'elles auront résisté. Et donc voilà, elles étaient ici et Farafat est par là, je crois. Voilà. Alors j'ai essayé de voir d'ailleurs ce qui est resté à Farafat. J'ai été sur le site, il n'en reste plus rien, mais enfin on sait qu'il est là. Il y a même un document sur place qui permet d'imaginer, mais il ne reste rien de ces fortifications qui pourtant joueront un rôle important. Du côté français, la guerre sera menée par 3 amiraux successifs. On a vu le contre-amiral Pierre. Il y aura ensuite le contre-amiral Galibert, qui restera 1 an à peu près et qui mènera les combats, l'investissement d'un certain nombre de forts côtiers et de certaines villes comme Vauhémar, comme Diego Suarez, comme et puis les villes du nord-ouest, enfin les villes côtières du nord-ouest. Et puis le 3e amiral jouera un rôle. Alors Galibert, on le verra, sera vite écœuré par son rôle diplomatique qui n'aboutit à pas grand-chose. Il demandera son rappel en France, et il aura raison de le faire d'ailleurs, car il sera nommé ministre de la Marine. Le contre-amiral Miot arrivera et conduira les mêmes opérations. Nous verrons dans quelles circonstances et comment il assume son rôle diplomatique. Donc la guerre consiste essentiellement à investir, du côté français, à investir quelques ports, quelques forts côtiers, à investir les villes, à les occuper, et puis ça se limite à cela. Il y a très peu d'effectifs, c'est un effectif globalement de 2000 hommes, 2500 hommes, dont la moitié ou un tiers est malade, des fièvres, et par conséquent, ce n'est pas une armée véritablement opérationnelle. Donc on investit des villes. Alors, on en conquiert quelques-unes. Du temps de l'amiral Miot, on prendra Diego Suarez, où on s'installera de façon assez importante. On investit Vauhémar et d'autres villes. Et la guerre se déroule essentiellement donc sur cette zone-là et sur ça. Vous voyez, c'est toute la partie nord. Le 16e parallèle étant ici, on verra qu'il joue un rôle dans la diplomatie. Voilà. Donc Morunsang, ça se trouve à peu près là. Vauhémar, ça se trouve par là. Diego Suarez ici. Donc voilà la zone de guerre, si vous voulez. Et les ports sont investis. Et les amiraux, notamment Miot, tenteront de faire un blocus de toute l'île pour empêcher des armes d'entrer, mais ce blocus, c'est évidemment une passoire qui n'a aucun effet, et on verra que ça joue aussi un rôle dans le parcours diplomatique. Alors, la guerre s'installe pour 2 ans et demi, donc elle affecte les côtes. Le contre-amiral Pierre, qui a été le premier à intervenir, le contre-amiral Pierre, après avoir bombardé Tamatave, investi 1 ou 2 ports, est malade, rentre en France. Il n'est pas soutenu par le gouvernement qui est très préoccupé par les relations avec l'Angleterre et négocie plutôt avec l'Angleterre qu'avec le gouvernement malgache pour essayer de réduire les conflits franco-anglais. Sur la question de Madagascar, bien sûr. Bon, il y a l'histoire d'un pasteur anglais qui a soi-disant empoisonné des soldats français. Il a été emprisonné, on a dû le relâcher parce qu'on a disputé entre Paris et Londres, et on a même dû lui verser une indemnité. L'amiral Pierre a été, disons, accusé de s'être mal comporté, écœuré, il rentre en France et meurt en rade de Marseille. Il est remplacé par Galibert, qui investit quelques ports de nouveau, et qui, au bout d'1 an, je vous l'ai dit, écœuré par les négociations qui n'aboutissent pas, lui est un militaire, il voudrait que ça aille plus vite,
et il demande à rentrer en France et il est remplacé par Milhaud. Donc voilà, si vous voulez, une guerre qui se passe, qui s'enlise finalement, et les Français découvrent que les soldats houves sont beaucoup plus résistants qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils utilisent des saguets et des boucliers en osier, mais quand ils sont en nombre, ils sont particulièrement redoutables. Donc les soldats des garnisons, les soldats français ne quittent guère leurs navires, et quand ils sont dans les garnisons de ces villes qu'ils ont investies, ils n'en sortent pas beaucoup. Donc la guerre s'enlisera rapidement. Plusieurs opérations ont lieu, on investit des ports, mais malgré tout, ça ne fonctionne pas. Alors il y a un fort... Non, je reviens en arrière là. Voilà, le fort d'Ambodi-Madiru a été investi, il est sur la côte nord-ouest, il a été investi par le commandant Penquin qui a formé une compagnie Sakhalave et qui a emporté un combat à Ndampi. Mais d'une manière générale, alors que les Français constatent que l'adversaire houve est particulièrement offensif et redoutable, on constate aussi que nos alliés Sakhalaves, qui sont censés apporter leur concours à l'armée française, ne sont pas des alliés vraiment fiables. Ils sont assez opportunistes, quand ça les arrange, ils interviennent, mais ils interviennent plutôt après les combats pour s'emparer, paraît-il, de ce qui se trouve dans les villages qui ont éventuellement été attaqués, mais on les voit moins au moment des combats. Sauf cette compagnie Sakhalave formée par Penquin, qui remporte donc un combat à Ndampi, mais il sera désavoué parce qu'il a agi sans ordre. Et l'amiral Milhaud, qui en mars 1884 essaie de prendre le fort de Farafat, essuie un échec, ne réussit pas à le prendre, et ça aura évidemment une conséquence politique parce que la France ne voudra pas continuer ces combats inutiles. Donc vous voyez, le combat de Farafat a été meurtrier pour les troupes françaises qui s'y sont lancées, peut-être un peu aussi pour les troupes houves, mais en tout cas, les Français n'ont pas réussi à investir Farafat. Alors maintenant, quel a été le long chemin diplomatique? Ah pardon, je me trompe. Voilà, le long chemin diplomatique. Alors il se trouve que cette image m'a beaucoup plu. La voici dans sa forme originale. Elle a été publiée dans le Journal des Voyages. Donc je la trouve assez extraordinaire. Je dois dire que le Journal des Voyages était très répandu. Ça prouve que la question de Madagascar était connue en France. Et personnellement, j'avais dans ma bibliothèque donnée par mon grand-père un certain nombre de fascicules du Journal des Voyages. Et ces images, alors celle-ci, il se trouve que je ne l'avais pas, mais je l'ai trouvée récemment, donc je me suis précipité pour la prendre. Ce sont des images qui ont enchanté évidemment ma jeunesse, l'aventure, les tropiques, tout ça. C'était effectivement... Alors je ne savais pas qu'un jour je m'y intéresserais de plus près et que non seulement je regarderais les images, mais je lirais même les textes. Alors le long chemin diplomatique, il a duré quand même pendant 7 ans, puisque ça a commencé en 1878 à la mort de Laborde. Donc les consuls qui ont succédé à Laborde sont intervenus auprès du Premier ministre pour essayer de le faire fléchir sur la question de l'héritage Laborde. Les négociations se sont passées évidemment assez difficilement. D'abord, on était en face de deux cultures. On sait d'abord que la diplomatie c'est difficile et que, selon une formule, on dit que la vérité est la première victime de guerre, mais elle n'est pas épargnée par la diplomatie, hein, on le voit couramment. Et il est certain que le recours brutal à l'ultimatum par la France contrevient évidemment à la culture malgache qui est souple, qui est conciliante, qui cherche toujours à ne pas heurter
et évidemment un ultimatum venant d'une nation cartésienne, attachée à la tyrannie du temps qui passe, alors qu'à Madagascar, le mot amour, ça existe quand même, on prend son temps, on a tout le temps pour voir arriver les choses, donc il y a là un choc de culture, si vous voulez. Puis il y a surtout la situation classique d'adversaires qui en décousent, mais qui pourtant voudraient bien arriver à la paix. Donc ça va durer 7 ans. Le Premier ministre Raini Yahyayevoun est toujours absolument ferme sur ses positions, et avant la guerre, à Tananarive, les consuls successifs se heurtent. Alors il ne dit pas non, mais il ne dit pas oui. Il contourne, il emploie des formules dilatoires. C'est un maître, Raini Yahyayevoun, c'est un maître de la diplomatie, je dirais presque qu'il n'est né avec ça. Et donc il dit non, votre traité de 1868 qui donne aux Français le droit de posséder, en fait, il avait publié lui-même un nouveau texte dans le traité qu'on appelait le code des 500, attendez, des 305, c'est ça, des 305 articles, et l'article 85 précisait que les Malgaches ne pouvaient pas vendre. Et Raini Yahyayevoun dit au consul français, mais le traité de 68, vous pouvez toujours acheter, simplement les Malgaches ne peuvent pas vendre. Voilà, c'est tout. Et c'est exactement, alors évidemment, ce qui s'est fait. Alors évidemment, ça a remonté en particulier le dernier des consuls arrivés en 82, Baudet, qui était un officier de marine un peu autoritaire et qui évidemment s'est frotté un petit peu rugueusement à Raini Yahyayevoun et qui aura la charge de conduire les négociations pratiquement jusqu'à la fin. On verra comment ça se passe. Et Baudet, dès peu de temps après son arrivée à Tananarive, car les manifestations hostiles à la France commencent à apparaître, se rapatrie, si j'ose dire, sur Tamatave, donc quitte Tananarive. Et à Tananarive, il ne restera plus le chancelier Campan, le neveu de Laborde, donc concerné par l'héritage, vient également rejoindre peu de temps après le consul à Tamatave, ce qui fait qu'il n'y a plus de représentant français à Tananarive, sauf un représentant officieux dont nous allons reparler, Léon Suberbi, qui est un commerçant, jeune, dynamique, ami de Ranavaloun II et de Raini Yahyayevoun, mais on verra le rôle qu'il a joué dans cette affaire. Donc on refuse le retrait. Et quant au protectorat sur les Sakalaves et les Antangar, eh bien, Raini Yahyayevoun déjà dit, mais ces royaumes, ils n'appartenaient plus à ceux avec lesquels vous avez passé des accords, car en 1824, le roi Radam Ier avait conquis ces zones et par conséquent, il n'avait aucun droit de passer des accords. Les roitelets qui ont passé les accords avec la France n'avaient aucun droit sur ces territoires. Ça constituera une des bases des négociations. Ce personnage, Rakutuvau, aide-de-camp du Premier ministre, a écrit un journal qui a été publié par une chercheuse que vous connaissez certainement. Annick de Comarmont, mais elle porte un autre nom. Cohen-Bessy, qui a publié le journal et qui a également publié une biographie de Raini Yahyayevoun. En tout cas, ce personnage donc, a suivi dans l'ombre de son chef Raini Yahyayevoun, et il a constaté que la première entrevue de Baudet avec le Premier ministre avait été un petit peu rugueuse, et il a dit que le consul avait prononcé des paroles désobligeantes. On verra que ça a des conséquences un peu plus tard. J'bref, devant le piétinement des négociations et la première attaque contre les drapeaux par l'aviso, le forfait, le gouvernement de Madagascar décide d'envoyer une ambassade
à Paris pour essayer de gagner... Pardon. Voilà les gens de l'ambassade. Alors, un journaliste écrit que le gouvernement écrit ceci, que le gouvernement malgache use, selon ce chroniqueur, d'une tactique on ne saurait trop sans bien pénétrer en Europe, commune à tous les peuples orientaux, qui consiste à user le temps en pourparlers diplomatiques afin de fatiguer l'ennemi, de le décourager, d'user ses forces en attente vaine, en espérance sans cesse renaissante et toujours déçue d'obtenir satisfaction. Et c'est évidemment pas faux. Et donc l'ambassade arrive à Paris, elle est fort bien reçue, mais les ambassadeurs, donc, alors vous avez donc le chef de Ravoninan Trimniariv, qui est un parent du Premier ministre, il essaiera un peu plus tard de lui prendre sa place, il sera exilé, mais l'ambassade arrive à Paris, elle est fort bien reçue, mais les négociations n'aboutissent pas. Les Français découvrent les qualités orientales de ces ambassadeurs et ça se piétine. Jules Ferry les reçoit, mais les ambassadeurs sont absolument stricts sur le... Alors ils concèdent qu'on pourrait adopter la formule de baux amphithéotique pour pouvoir laisser les Français avoir non pas des propriétés mais des locations longue durée, mais le chef de la délégation, le ministre Ravoninan-Trive, les limite à 25 ans et ne veut pas aller au-delà. Et bien entendu, on ne sait de rien sur la question des territoires du Nord-Ouest. Et monsieur Marc Rabibichou, qui est un personnage dont vous avez certainement entendu parler, qui jouera un rôle beaucoup plus tard, qui est l'interprète, qui parle parfaitement le français, reçoit Édouard Layet, qui est un jeune géographe qui connaît Madagascar. Ils se reçoivent avec beaucoup de chaleur, mais Rabibichou dit « Pas question de protectorat, le peuple malgache se défendra, on sait très bien que vous êtes plus fort que nous, mais on se défendra jusqu'à la mort pour pouvoir ménager la légitimité du pouvoir ouvre. Par conséquent, l'ambassade échoue, les ambassadeurs, au bout de 2 ou 3 mois, vont faire un tour en Angleterre qui évidemment les reçoit très bien, qui évidemment leur annonce qu'elle renonce à son droit d'avoir des possessions pour que les Français en fassent autant, bien entendu, et l'ambassade revient sans avoir véritablement obtenu quoi que ce soit, sauf certains avantages donc par les Anglais. Ils sont même allés jusqu'en Amérique et en Allemagne, mais avant même que l'ambassade ne soit revenue à Madagascar, c'est à ce moment-là que le bombardement a eu lieu en 1983, avant même que l'ambassade n'ait retrouvé Tananarive. Alors, pendant la guerre, bien entendu, le bombardement arrête les négociations, mais pendant la guerre, l'amiral Galibert, qui remplace l'amiral Pierre, on va accepter de négocier, et il y aura ce qu'on appelle des conférences, et qui auront lieu à Tamatave, un petit peu en dehors de la ville, c'est-à-dire entre Tamatave et le camp où se sont retranchées les troupes du gouverneur Randriaman Pandri. Et les premières conférences commencent en novembre 1983. Le Premier ministre a essayé de dire, avant de commencer les conférences, qu'il fallait renoncer au terme de l'ultimatum. Alors que demandait l'ultimatum ? Que le gouvernement ouvre reconnaisse le protectorat français sur les régions Sakhalave et Antankar, c'est-à-dire pratiquement au nord pratiquement au nord du 16e parallèle. Un peu plus tard, on verra, j'ai mis une petite barre, vous voyez, oblique en haut, Jules Ferry donnera consigne à ses négociateurs éventuellement de lâcher du lest et d'accepter que la zone se situe
entre Amorunsang et Vohemar, donc une zone beaucoup plus réduite, mais le consul Baudet dira à son ministre, oh là là, ne lâchez pas de l'Est parce qu'ils vont en profiter, par conséquent, on en restera pour les négociations à toute cette zone au nord du 16e parallèle. Et ce sera une des bases de négociation. Alors, les négociations, les conférences, comme on dit, qui ont lieu donc sur cette zone proche de Tamatave, entre Tamatave et le camp retranché, ces négociations piétinent. Évidemment, alors le Premier ministre a délégué le gouverneur de Tamatave, un de ses fils également, comme négociateur. Et bien entendu, du côté français, les négociations seront menées. Alors avant la guerre, elles ont été menées essentiellement par le consul en poste. Donc il y a eu successivement Cassas, Meyer et Baudet. Et à partir de la déclaration de guerre, les négociations seront menées conjointement par le consul et l'amiral commandant la division navale de la mer des Indes, c'est-à-dire successivement Galibert et Milhaud. Et le consul Baudet sera à la fin des négociations remplacé par un consul en mission qui s'appelle Patrimonio. Et on verra que ça joue évidemment un certain rôle. Donc les premières conférences ont lieu, elles piétinent, les Français exigent toujours la reconnaissance du protectorat sur les ports du Nord-Ouest. La question des baux amphithéotiques et de la propriété est laissée de côté parce que s'ils ont accepté des baux à 25 ans, on pourra toujours négocier pour prolonger. L'essentiel, c'est que le principe de baux amphithéotiques soit admis, tant pis si on ne peut pas avoir vraiment la propriété. Et puis la question de l'indemnité, elle sera aussi négociable. Mais ce qui n'est pas négociable apparemment avec le pouvoir ouvre, c'est la question de la souveraineté de la reine sur l'ensemble de l'île et la question donc du protectorat français sur cette portion. Donc les Français au départ exigent que toute la zone au-dessus du 16e parallèle soit reconnue comme protectorat français. Alors la négociation, le ministre Ferry accepte tout de même de faire une autre proposition, c'est de dire qu'on ne va pas demander la zone au-dessus du 16e parallèle pour la France, on va simplement demander au gouvernement Houve de neutraliser cette zone. Retirez-vous, nous on n'y interviendra pas, mais retirez-vous, c'est une zone sac à lave, en gros, plus les autres peuplades qui sont dans cette zone-là. Et évidemment, c'est ce que demandent le consul Baudet et l'amiral Galibert au moment des conférences. Le Premier ministre répond et fait répondre par ses négociateurs qu'il n'est pas question de neutraliser cette zone et il donne une raison très simple en disant, en quelque sorte, ces peuplades sont absolument ignorantes. Pour le dire clairement, ce sont des peuples qui sont constamment en train de se chamailler entre eux et si nous, les Houves, on n'est pas là pour mettre de l'ordre, ce sera une zone totalement incontrôlable. Et si vous, comme vous nous le proposez, c'est une neutralisation provisoire, quand nous reviendrons, eh bien, nous aurons toutes les peines du monde parce qu'ils nous feront la guerre et on ne pourra pas gérer cette zone-là. Donc les négociations ne cessent de terminer. Alors les Français essaient de faire passer la pilule en disant mais la zone du 16e parallèle, on peut éventuellement aller un petit peu plus haut, on peut négocier là-dessus. Évidemment, les Malgaches ne tombent pas dans le piège, car accepter de faire bouger la zone, ce serait accepter que la zone, petite ou grande, serait sortie du royaume malgache. Par conséquent, les négociations piétinent et ça va durer pendant 7 mois. L'amiral Galibert, je l'ai dit tout à l'heure, demandera son retour en France parce que ça n'avance pas et les pourparlers n'aboutissent à rien. Voici par exemple, pour voir l'intérêt, si vous voulez, du livre jaune, c'est-à-dire le verbatim des négociations,
absolument au jour le jour, à l'heure même. Voici par exemple un extrait, je ne sais pas si c'est celui que j'ai présenté. Non, c'est pas ça. Voilà. Voilà une page du livre jaune où on voit, comme dans une pièce de théâtre, chaque personnage tient son discours. Alors je vous en lis un passage qui est quand même intéressant. Monsieur Rainan Mandrian Pandri dit « Le traité de Tsimiaro que vous invoquez n'a pas de valeur à nos yeux, puisque ces territoires n'appartenaient plus à Tsimiaro. Vous n'avez d'ailleurs fait aucune mention de ces traités en 1868, lorsque vous avez conclu un nouveau traité avec notre reine. » Monsieur Baudet répond « Nous n'avions pas à faire mention de ces traités. Quand on traite avec un gouvernement, on n'a pas à rappeler tous les traités préexistants avec tous les gouvernements voisins. » Dans ce même traité de 1868, vous reconnaissez notre reine comme reine de tout le pays. Reine de Madagascar n'est qu'un titre et ne signifie pas reine de tout le pays. Rainan Pandri, Tsimiaro n'était pas le roi de ce pays. Le véritable roi avait été vaincu par Radama Ier et vaincu encore par la reine Ranavalo Ier. Je le maintiens. Tsimiaro n'avait pas le droit de céder ce qui n'était pas à lui. Monsieur Baudet, donnez-nous-en une preuve. Montrez-nous un document quelconque. Nous vous produisons un traité en bonne forme, parfaitement authentique. Vous conviendrez que ce traité a une autre valeur à nos yeux que toutes vos affirmations. Le gouverneur, nous avons mieux qu'un document écrit. Nous avons fait le fait matériel et incontestable de notre occupation. Nos postes de douane, nos garnisons, etc. sont de notoriété publique. Monsieur Baudet, précisément, c'est au dépens de nos droits que cette occupation s'est faite et c'est pour cela que nous vous demandons de vous retirer. Donc voilà, ça dure comme ça, dialogue de sourds pendant des mois et des mois. Alors finalement, le Premier ministre donc refuse qu'on neutralise la zone. Il accepte cependant que le gouvernement ouvre traitera bien les Sakalaves et les traitera comme les autres habitants de Madagascar. Mais intervient à ce moment-là un élément important qui se trouve dans le livre rouge et qui n'est évidemment pas mentionné par le livre jaune puisque c'est quelque chose qui a été d'une certaine façon occulte. C'est qu'un négociateur du Premier ministre Ouve, M. Andrianom, 9e honneur, aurait à citer dans le livre rouge que l'amiral Galibert, au moment d'une négociation, a dit en tapant sur la table que finalement, il regrettait d'avoir passé des accords avec les Sakalaves parce que ces Sakalaves ne se comportaient pas bien. Mais que, comme les accords avaient été passés, il ne pouvait pas les dénoncer vis-à-vis notamment de la communauté internationale, car tout le monde aurait dit « Ah ben oui, les Français passent un accord avec des gens et puis ils ne le respectent pas. » Par conséquent, je ne peux pas, dit-il à M. Andrianom, on ne peut pas revenir sur ces accords. Et puis il se trouve que cette négociation, qui est citée dans le livre rouge, a eu lieu le jour même où, à Paris, à l'Assemblée nationale, le 27 mars 1884, l'Assemblée nationale votait presque à l'unanimité la reconnaissance des droits de la France sur Madagascar. Donc cet événement politique en France, voté par l'Assemblée nationale, évidemment, il était difficile d'y contrevenir. Donc, à partir du moment où les négociations piétinent, où Galibert s'en va, on interrompt les négociations et le ministère français envoie le nouvel amiral Miot, qui débarque à Tamatave, le 9 mai ou le 8 mai 1884. Dès son arrivée, et selon instruction du ministre Ferry, il adopte une toute autre position et il tient au plénipotentiaire malgache un discours extrêmement peu diplomatique, qui est le suivant. Je viens ici non pas pour discuter les droits de la France sur les territoires sakalaves, mais pour les exercer. Je lis sa déclaration. « N'ayez plus aucun espoir de remettre vos pavillons sur la côte nord-ouest. Elle est désormais sous la protection effective de la République. Nous n'abandonnerons jamais Majunga
et nous ne quitterons Tamatave que lorsque nous le voudrons. Envoyez à ceux qui vous dirigent la ferme volonté de la République. Nous ne nous en irons pas, nous n'évacuerons pas. S'ils veulent ouvrir de nouvelles négociations sur les bases ci-dessus énoncées, je les accepte. Sinon, il est inutile de nous réunir de nouveau et vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même des conséquences funestes de votre entêtement. Et dans le même temps, il envoie des messages de conciliation et de protection aux chefs Sakalaves avec lesquels des traités de protectorat avaient été traités. Donc l'amiral Miot arrive et les négociations seront interrompues pendant 1 an. Mais évidemment, il y aura des négociations secrètes. Au bout de 6 mois, le consul Baudet écrit à son ministre en disant « L'amiral Miot fait son travail, il a investi des ports, il a conquis, il s'est installé notamment à Diego Suarez, il a tenté de faire un blocus, mais tout ceci n'aboutit strictement à rien. » Et Baudet avance une autre formule pour les négociations en disant au ministre « Mais après tout, les droits que nous avons sur Madagascar ne concernent pas seulement les territoires du Nord-Ouest, nous avons sur Madagascar des droits généraux. Et comme la situation militaire n'aboutira strictement à rien puisqu'on est bloqué sur les côtes, il vaudrait beaucoup mieux que nous investissions le pouvoir Ouve et que nous l'aidions à diriger l'ensemble de Madagascar avec nos conseils, c'est-à-dire un protectorat. Et c'était un peu déjà, si vous voulez, ce qui s'était trouvé dans la conversation occulte que l'amiral Galibert avait eue avec ce monsieur Andrian Tsom. C'est-à-dire, les Sakalaves, on ne peut pas s'appuyer sur eux, il vaudrait mieux finalement que vous, les Houves, deveniez nos alliés et on pourrait diriger Madagascar ensemble. C'est ça l'idée du protectorat. Seulement, cette idée du protectorat, on va voir qu'elle ne passe pas, évidemment, auprès de Raini Layarivoun. L'amiral Miot, 1 an après son arrivée, écrit la même chose à son ministre, et en disant « J'ai fait ce que je pouvais, mais mes hommes sont malades, vous m'envoyez des renforts et vous avez voté un budget, il servira simplement à remplacer les hommes malades, mais j'ai essayé, comme vous me l'aviez demandé, d'investir Farafat, mais je n'ai pas les moyens de le faire. Et quand il essaiera de le faire quelques mois plus tard, il se cassera les dents et ce sera la défaite française de Farafat. Et il dit à son ministre, finalement, l'idée du protectorat, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire qu'il faudrait amener les Houves, le gouvernement Houve, à coopérer avec nous. On pourrait l'aider, c'était l'idée de Baudet également, on pourrait l'aider à gérer l'ensemble du pays avec nos conseils. Mais l'amiral Miot, dans sa lettre à son ministre, qui sera évidemment transmise au président du Conseil, dit « Mais si on veut négocier un protectorat, ça ne pourra pas se faire avec, en clair avec M. Baudet, parce que M. Baudet, il est beaucoup trop brutal avec le Premier ministre. Et effectivement, Baudet, c'est le seul de tous les négociateurs qui a déjà eu des contacts directs avec Raini Layarivoun au début de son mandat. Avant qu'il ne se rapatrie à Tamatave, il a rencontré Raini Layarivoun. Et Baudet, qui a cette idée du protectorat, a dit à son ministre « Mais je me suis bien gardé de prononcer le mot, mais voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'il faudrait forcer les Houves à accepter notre protectorat. » Quelque temps après, le ministre qui a changé, ce n'est plus Jules Ferry, c'est M. de Freycinet. M. de Freycinet comprend que l'amiral a raison, qu'effectivement Baudet risque d'avoir été un petit peu trop brusque et que si on veut aboutir, il faudra changer le personnel et donc il envisagera d'envoyer un diplomate de haut rang, de plus haut rang que Baudet et sans doute plus conciliant que ne l'a été Baudet. Et 6 mois après la lettre de l'amiral, il reçoit à Paris, il fait revenir Baudet à Paris, et sans prendre de gants, il lui dit « Monsieur,
après une entrevue entre lui, le Premier ministre, le président du Conseil et le ministre de la Marine et le ministre des Affaires étrangères, il dit à Baudet: « Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer qu'à la suite des explications que vous avez été appelé à fournir le 10 courant, en présence de Monsieur le Président du Conseil et de Monsieur le ministre de la Marine et des Colonies et de moi-même, le gouvernement a décidé que vous seriez mis en disponibilité. » Bon, Baudet, qui s'était quand même un peu décarcassé, même s'il avait été maladroit, se trouve limogé sans autre forme de procès. Et pourquoi a-t-il été limogé? C'est parce que pendant la trêve des négociations, avaient eu lieu des négociations secrètes avec deux personnages, qui étaient des médiateurs, si vous voulez, occultes. L'un, c'était Léon Suberby, le Français qui était resté, le commerçant français qui était resté à Tananarive et qui avait conduit, juste après le bombardement de Majinga, le 16 mai 83, évidemment, le gouvernement Houve avait expulsé les Français de Tananarive. Et Léon Suberby, qui était le représentant des Français et l'ami de Ranelagh-Rivon, avait conduit la colonne dans des conditions très difficiles. Le Premier ministre avait demandé qu'on l'épargne, mais enfin, elle avait mis 3 semaines à arriver de Tananarive à Tamatave, alors que d'habitude, le voyage durait une petite semaine. Donc ça avait été difficile. Suberby, rentré en France, avait été décoré de la Légion d'honneur parce qu'il avait réussi quand même à conduire la colonne sans difficulté. Et comme il était l'ami de Ranelagh-Rivon, il avait continué à négocier avec lui, à essayer de le concilier avec le gouvernement français. Il lui avait fait valoir que l'idée d'un protectorat, ce serait très bien, que le protectorat pourrait l'aider à asseoir son pouvoir, à conserver pour sa famille tous les honneurs qu'il avait jusqu'à présent, mais que, pour l'essentiel, la France le remplacerait, enverrait un résident qui serait son ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire que le gouvernement Houve aurait des relations extérieures dirigées par un résident français. Bon, c'était ça l'idée. C'était un peu la même idée que Baudet, mais Léon Suberby voulait faire ça plus en douceur. Baudet disait « on va les obliger » et Suberby disait « ben non, on va les convaincre », ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc l'idée du protectorat, entre-temps, elle avait fait son chemin, d'autant que Galibert aurait dit « les Sakala, il ne faut pas y compter, il vaut mieux renverser les alliances et s'appuyer sur le gouvernement de la reine Ranavalo. Elle veut être reine de Madagascar, eh bien elle le sera, on va l'y aider, mais avec nos conseils. Et comme ça, ça leur permettra de gérer toute l'île. C'était ça l'idée, mais Ranelagh-Rivon ne voulait pas du mot protectorat et ne voulait pas de protectorat. Le deuxième médiateur, et ça se passe pendant l'été 84, et c'est pour cela, non, pendant l'été 85, et c'est pour cela que Baudet s'est fait limoger, c'est parce que le consul d'Italie à Tamatave, un certain monsieur Maigret, alors attendez que je n'oublie pas d'envoyer quelques... Oui, c'est ça, pardon. Donc l'amiral Millot était arrivé sur ce navire, la Naïade, qui a joué un grand rôle à l'époque dans plusieurs opérations coloniales. Donc ça, c'était... Il avait reçu les chefs Sakalaves, il avait reçu la reine Binao sur la Creuse. Elle avait fait d'ailleurs grosse impression, elle avait séduit tous ceux qui avaient assisté à l'opération. Donc elle faisait partie de ces alliés potentiels qui finalement s'étaient avérés pas si utiles que cela. Donc ça, c'était Léon Suberby, le premier négociateur occulte. Et c'est un courrier que j'ai trouvé aux archives de Tananarive où le ministre, on voit bien qu'il y avait de l'amitié entre lui et le Premier ministre. Ça, c'était les consulats européens à Tamatave où résidaient les différents consuls, dont M. Maigret. C'était un consul honoraire, c'était en fait un riche négociant alors ça c'est le M. de Freycinet qui a limogé
Baudet. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de portrait de M. Baudet. J'aurais bien aimé en trouver un parce que ça devait être un personnage quand même assez intéressant. Bon, on verra. D'ailleurs, je ne les mets pas. Je les mettrai tout à l'heure. Donc, M. Maigret, qui réside à Tamatave, a bien vu que les négociations piétinent et lui-même serait partisan du protectorat. Donc, il propose à l'amiral et au consul d'en parler au Premier ministre qu'il doit rencontrer à Tananarive. Il monte à Tananarive et il présente au Premier ministre un projet de traité rédigé par l'amiral et Baudet. Et malheureusement, le premier article de ce projet, c'est « Le gouvernement de Madagascar reconnaîtra le protectorat français ». Bon, alors bien entendu, le Premier ministre bondit et renvoie M. Maigret avec un contre-projet où il est dit que, article 1er, le gouvernement français reconnaîtra la reine de Madagascar comme reine de toute l'île, et il accepte dans l'article 7 que le gouvernement malgache reconnaîtra ou acceptera la haute garantie du gouvernement français. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais évidemment, on renvoie Maigret avec un nouveau, et les négociateurs français veulent absolument que le mot protectorat figure dans le traité et accepteront qu'une version en malgache donne la formule haute garantie en malgache, mais ce sera la version en français qui prévaudra dans les négociations internationales. Par conséquent, de nouveau, c'est un blocage. Mais comme Baudet a insisté pour mettre le mot protectorat, son ministre le sanctionne parce qu'évidemment, c'était très maladroit. Donc, on est toujours dans une situation de blocage. Alors, on est déjà à 1 heure. Hein? Bon, alors on abrège. Donc, la situation est bloquée, mais pourtant, tout le monde veut en finir. Les Français, comme les Malgaches, en ont marre de cette guerre qui dure, qui s'enlise, et on veut aboutir. Donc, le ministre de Freycinet, qui est toujours le ministre des Affaires étrangères, envoie un consul, qui est le consul de Beyrouth, qui est en mission à Zanzibar, et il lui demande de venir à Madagascar sonder la situation, puisqu'il n'y a plus de consul, Baudet a été renvoyé, donc il vient et il consulte l'amiral Miot, et l'amiral Miot lui dit « mais la situation est bloquée, les Malgaches n'accepteront pas même un protectorat limité aux affaires étrangères, enfin aux relations extérieures, par conséquent, c'est bloqué, ça n'avance pas et ça ne pourra pas aboutir. » Donc Patrimonio repart à Zanzibar, où il était en mission, et un mois après, le Premier ministre quand même, puisque personne, ni du côté français, ni du côté malgache, ne veut avoir l'air de négocier, personne ne veut s'avancer, personne ne veut perdre la face, mais enfin, le Premier ministre renvoie un message à l'amiral Miot en lui disant « Mon consul en Angleterre a rencontré des gens à Paris et il semble qu'on puisse trouver un accord quand même. Par conséquent, on fait revenir Patrimonio qui revient de Zanzibar, on lui envoie un croiseur, le croiseur celui-là, le croiseur Nieli, on va le chercher à Zanzibar pour le ramener à Tamatave et faire avancer les négociations. » Alors à ce moment-là, le Patrimonio a eu comme consigne dans le traité de supprimer carrément l'article 1er, où il ne sera pas question de protectorat, en disant les autres articles, ça suffira pour garantir que nous pourrons avoir les relations extérieures. Donc on ne mettra pas le mot protectorat, mais les articles 2, 3 et autres. Et surtout, un article précisera que le résident français n'interviendra pas, ne s'immiscera pas dans les affaires intérieures de Madagascar. Donc là, ça paraît acceptable. Donc Patrimonio revient,
On refait des négociations. Entre-temps, l'amiral Miot a fait construire ce bâtiment pour protéger les négociations à l'extérieur de Tamatave, au même lieu, mais en faisant construire ce petit hangar là pour que les négociateurs soient protégés. Et puis finalement, au bout de 3 jours, les négociations auront lieu sur la Naïade que nous avons vu, le navire amiral, et les négociations finiront par aboutir parce qu'on aura rayé le mot protectorat. Donc c'est ce que voulait le Premier ministre. Il n'y aura pas le mot protectorat, il y aura bien l'idée que la France présidera les relations extérieures, mais ne s'immiscera pas dans les relations intérieures. On a accepté en plus l'idée de beaux amphithéotiques de 90 ans. Bon, c'est acceptable. Et on a accepté également une indemnité de 10 millions à condition que ce soit pour indemniser tous les étrangers qui ont été spoliés d'une façon ou d'une autre pendant les actes pendant la guerre, et que par conséquent le gouvernement malgache paiera 10 millions et ça couvrira toutes les indemnisations, y compris les Français. Très bien, on finit par signer le traité le 15 décembre 1885, le 17 décembre 1885, tout va bien, il faudra simplement que le traité soit évidemment entériné et avalisé par les deux gouvernements, et le soir même du traité ou le lendemain, les négociateurs français sont invités par les négociateurs malgaches au camp de Farafat, enfin à côté, et il y a un banquet, et 2 jours après, les négociateurs français montent à Tananarive, sont très bien reçus, la reine les reçoit, le Premier ministre les reçoit, le général Willoughby, qui a signé le traité pour la reine, les reçoit, leur fait visiter la ville. Les Malgaches disent ben, c'est bien la peine, ils font semblant d'être ennemis et de faire la guerre, mais en fait ils sont amis. Mais c'est normal, si vous voulez, à la fin Alors donc on signe le traité, on envoie les copies à Paris, le Premier ministre dit mais quand même ce traité, il y a des choses qui ne sont pas très très nettes, et notamment dans le traité, il était question que la France puisse conserver l'occupation et rester comme en territoire français sur Diego Suarez. Évidemment, ce qui intéressait la France, c'était la rade pour sa flotte. Par conséquent, Diego Suarez est compris dans le traité, mais le Premier ministre demande des appréciations, donc le Patrimonio et l'amiral Miot écrivent une lettre au Premier ministre en disant voilà, le rôle du résident pour les affaires extérieures, ça veut dire que Madagascar ne pourra pas traiter avec d'autres pays sans passer par la France, mais il donne des choses assez vagues, et notamment des choses qui ne se sont jamais vraiment produites. Donc le Premier ministre se retranche derrière cela. La zone de Diego Suarez, les deux négociateurs français se disent mais 1 kilomètre au sud et 4 kilomètres au-dessus de la baie, ça devrait suffire pour nos installations. Donc le Premier ministre trouve que finalement c'est un moindre mal. Et la lettre en question, si vous voulez, permet au Premier ministre de dire bon, c'est pas si mal, et d'entériner le traité, de l'avaliser. Et en France, le traité arrive avec les mêmes termes. Bon. Alors, la réception du traité, le Premier ministre, quand il présente le traité à son gouvernement, évidemment, c'est un autocrate, Raini Layarivoun, mais malgré tout, il est bien obligé de tenir compte et de l'opinion du peuple et de l'opinion de son entourage. Alors, dans son entourage, il y a des gens qui sont d'abord le ministre des Affaires étrangères. Voilà, ça c'était à la fin des négociations. Les plénipotentiaires malgaches quittent le Willoughby et les plénipotentiaires en va quittent Tamatave pour aller retourner dans leur camp. Bon, ça c'est le traité tel qu'il... Je n'ai pas vu le document officiel du traité, mais ça c'est le traité tel qu'il figure dans le livre jaune. Voilà, le traité complet, signé par donc Patrimonio, Miot et Willoughby pour la reine. Le prince Ramaat, qui est l'entourage proche de Rani Layarivoun,
évidemment, est assez perplexe. Il est partisan des relations avec la France, mais il ne voudrait pas que ce soit un protectorat déguisé. Et donc il y a des réticences. Ça, c'est le grand cabare qui a lieu après la signature du traité pour essayer de le faire avaliser par la foule. Et ça, c'est cette fameuse baie de Diego Suarez telle qu'elle a été. Donc vous voyez, limitée au sud. Du côté français, retenez ce point-là en Bodi Marina, car il y avait un fort Houve extrêmement puissant et qui n'est pas dans la zone française, qui passe là, telle que la lettre le définit. Enfin bref, la lettre qui a été envoyée va être contestée par le gouvernement français qui dit mais cette lettre-là, c'est pas nous qui l'avons négociée, c'est une lettre en marge du traité qui n'a pas de valeur officielle. Alors que le Premier ministre dit mais cette lettre, elle fait partie du traité, c'est l'appendice du traité, elle a été signée par des plénipotentiaires, et si le mot plénipotentiaire veut dire quelque chose, eh bien c'est que ce traité est officiel et la lettre est officielle. Et ça va être le sujet de conflit toute la suite du traité. Donc le traité est mal perçu à Madagascar, le peuple n'est pas content, l'officier Radjester, qui a écrit ses mémoires en 1995, rappelle qu'au moment où on a annoncé le traité au peuple, le peuple a murmuré et même vivement réagi en disant mais il a cédé une partie du territoire, il avait dit qu'il ne céderait jamais, il s'apprête à payer une forme, il va nous le faire payer, etc. C'est à lui de payer, puisque c'est lui qui a signé le traité. Bref, il y a eu quand même une révolte populaire. Donc dans le grand cabare organisé avec la reine, on essaie d'expliquer au peuple qu'il n'y a pas de protectorat, puisque le mot n'est pas dans nos traités, que la limite de Diego Suarez est tellement étroite que ça ne posera pas de problème, et que l'indemnité de 10 millions ne sera pas payée par le peuple, mais il y aura un emprunt qui sera fait par le gouvernement auprès d'une banque. Et en France, le traité est mal reçu aussi. Évidemment, un traité, c'est toujours mal perçu. C'est pour ça que c'est un traité maudit, entre autres. Parce que personne n'est content du traité. Tout le monde est frustré. Tout le monde a été obligé de lâcher du lest. Et évidemment, ça a été extrêmement pénible pour tout le monde. Mais enfin, il a fallu 7 ans pour y arriver. Donc, en France, lorsqu'il arrive, il est présenté aux députés et notamment à une commission qui l'examine avant qu'il passe en séance plénière à la Chambre. Et comme par hasard, la commission est présidée par M. de Mailly, particulièrement hostile au fait qu'on ait lâché du lest. Et lorsque le traité arrive devant la Chambre, il est vertement critiqué. Premièrement, parce qu'on a lâché nos amis Sakhalave, c'est ce que pensent les députés. Deuxièmement, parce qu'on n'a pas obtenu la propriété, et on a des baux amphithéotiques, c'est bien, mais ce n'est pas la propriété. Troisièmement, parce que Diego Suarez, on a accepté un tout petit bout de terrain, alors qu'on n'a pas la zone menaçante par ce fort là, qui se trouve ici, et qu'on n'a pas suffisamment de terrain pour que comment pourrait-on dire, pour que le camp de Diego Suarez puisse survivre. On ne peut pas cultiver, il n'y a pas assez de terre, si vous voulez, pour fournir les vivres pour ce qui se passera à Diego Suarez. Par conséquent, le traité est mal perçu, la presse s'en mêle et dit c'est un mauvais traité, mais le Premier ministre, enfin le président du Conseil, pardon, il se trouve que c'est M. de Freycinet. Alors évidemment, il va défendre le traité devant la Chambre des députés en disant mais non, comme c'est lui qui l'a tenu sur les fonds baptismaux, il va évidemment considérer que ce traité est bon, il va essayer de rassurer les députés en disant mais non, mais vous verrez, on n'a pas laissé nos amis Sakhalave, le résident français veillera à ce que le gouvernement respecte sa promesse de bien les traiter. Deuxièmement, notre résident saura faire accepter par le Premier ministre, par son aura personnelle, le résident général français qu'on va nommer à Tananarive saura faire accepter que les relations extérieures soient bien faites et qu'il n'y ait pas besoin d'intervenir dans les affaires intérieures.
les députés disent, mais enfin, s'il ne peut pas du tout intervenir dans les affaires intérieures, il ne servira strictement à rien, et notamment, il ne pourra pas servir à faire à faire adopter par Madagascar des lois plus favorables à la France qu'aux autres pays. Par conséquent, le traité est mal perçu, mais le ministre leur dit, de toute façon, on ne va pas recommencer la guerre. Si vous voulez refuser ce traité, ça voudra dire qu'on doit reprendre la guerre et cette fois-ci monter jusqu'à Tananarive. Alors il avait fait faire des calculs en disant, si on veut monter jusqu'à Tananarive, ça nous coûtera 100 millions et il faudra envoyer 25 000 hommes. On peut le faire, mais est-ce que ça vaudrait vraiment le coup? Par conséquent, le Parlement français entérine le traité de 1885, mais évidemment, il n'est pas du tout accepté. Alors, on envoie le premier résident général de la France, personnage tout à fait intéressant, c'est Lemire de Villers. Monsieur Lemire de Villers est un ancien gouverneur de la Cochinchine, récemment protectorat français, et ancien préfet d'Alger. Donc c'est quelqu'un qui connaît, si vous voulez, l'administration coloniale. Mais c'est aussi un personnage assez flamboyant, très bon diplomate, aime bien jouer au grand seigneur. Par conséquent, on pense que son aura personnelle permettra de faire avancer les affaires de la France, même si le traité est imparfait. Or, ce sera très difficile. Lemire de Villers va faire ce qu'il pourra, mais très vite, il se heurte à la ruse et à la résistance infinie de Raini Layarivone. Bref, les deux hommes vont se chicaner sur la question de l'indemnité, la question des millions. Raini Layarivone veut traiter avec les Anglais. Lemire de Villers réussit à faire payer l'indemnité par le comptoir d'escompte de Paris. Sur la question de Diego Suarez, on discute, ça n'aboutit pas vraiment. Sur la question du rôle du résident, on n'aboutit pas non plus vraiment. Mais enfin, les deux hommes continuent à se chicaner, mais de façon extrêmement, comment dirais-je, pas agressive, mais chacun est bien accroché, notamment la question de la lettre de patrimoniaux et Milhaud, la lettre dont le Premier ministre continue à dire que c'est l'appendice du traité, et dont Lemire de Villers dit non, cette lettre-là, elle ne nous concerne pas. Par conséquent, les rapports sont difficiles. Pour autant, les rapports ne sont pas mauvais. Il y a beaucoup d'estime entre ces deux hommes. Lemire de Villers et Raini Layarivone sont deux adversaires, mais Lemire de Villers lui-même écrit à un de ses amis, donc en dehors du courrier officiel, il parle du Premier ministre comme mon adversaire et mon ami. Mais pourtant, tous les deux, ils ne cessent pas, pendant toute la durée de la résidence générale de Lemire de Villers, de s'accrocher sur ces questions de l'interprétation du traité. Les successeurs de Lemire de Villers, Larouille et Bompard, se heurteront de la même façon aux difficultés que Brest constamment le Premier ministre pour empêcher que ce traité soit vraiment un traité de protectorat. Donc c'est ça qui en fait, si vous voulez, un traité maudit, parce qu'au bout de 10 ans, eh bien, on n'aboutira à rien d'autre qu'une nouvelle guerre. Parce que de part et d'autre, les situations, les positions n'auront pas évolué. Parmi les autres difficultés entre Lemire de Villers et Raini Layarivone, ça c'était la résidence de France, c'était le consulat de France à Tananarive qui devient résidence. Lemire de Villers veut construire une belle résidence et il entame les travaux pour construire ce bâtiment, alors que le terrain lui a été donné par Raini Layarivone, enfin lui a été vendu par Raini Layarivone, qui choisit spécialement un terrain bancal et escarpé pour qu'il ne puisse pas construire, mais Lemire de Villers entame des travaux de terrassement extrêmement importants pour rectifier le terrain et fait construire ce magnifique bâtiment qui existe toujours, puisqu'il deviendra d'abord
la résidence du gouverneur général du temps de Gallieni, puis l'ambassade de France au début de la République, puis le palais présidentiel, qui existe toujours, qui malheureusement maintenant à Tana est masqué par 2 bâtiments neufs qui empêchent qu'on le voie comme autrefois dans la perspective de la place du centre de Tananarive. Donc voilà, si vous voulez, comment ces rapports difficiles ont abouti au bout de 10 ans à ce que la colonne française qui monte à Tananarive en 1995 sous les ordres du général Duchesne se contentera de faire signer pour de bon le traité de 85, mais très rapidement tout ceci va évoluer et ça aboutira à l'arrivée la révolte des, comment on appelle déjà, la révolte des Menalamba, l'arrivée de Gallieni, surnommé le général Miyasaka, méchant, Masika, le général méchant, voilà, et qui mettra de l'ordre, on sait comment. Voilà. Donc ce traité de 1885, eh bien, il n'a pas été lettre morte tout à fait, mais enfin il a bien entériné ce qui s'est passé par la suite. Alors, en conclusion, je me permets... On a beaucoup dépassé là ? Bon, je lis ma conclusion. Je lis ma conclusion. L'histoire est tragique. L'histoire est tragique parce que rien n'est pire pour un pays que de perdre son indépendance. Et aussi parce que, comme l'écrivait Chateaubriand, l'histoire n'est qu'une répétition des mêmes faits, mais appliquée à des hommes et à des temps divers. Au moment même où s'écrivent ces lignes, en mars 2026, la guerre fait rage aux portes de l'Europe et du Moyen-Orient, et au Moyen-Orient. La diplomatie s'active pour l'éviter et l'interrompre. On le voit tous les jours. La télé nous en parle. On la suit en direct ou presque à la télévision. Les réponses aux propositions ne mettent pas des semaines à revenir comme en 1885, mais les ruses, les prétextes, les menaces sont les mêmes. La puissance des outils de destruction et de mort a été multipliée par 1000 ou plus depuis 1883, et cela dès 1914, mais le scénario de l'horreur est toujours le même. La mécanique du pire est bien huilée et ne s'enraye pas. Le droit international a été modernisé et tente de fonder le ballet diplomatique sur l'espoir que les droits de l'homme ou même l'équilibre de la terreur calmeront le jeu, mais les forts trouvent toujours de bonnes raisons d'attaquer les faibles, les fauves se jettent sur les moutons, mais s'y cassent parfois les dents, et la comédie humaine tourne à la tragédie humanitaire, le terme moderne qu'on a inventé pour qualifier des drames immémoriaux. L'histoire dont nous avons parlé ici est tragique, en effet, parce que nous en connaissons la fin, mais elle était aussi une comédie humaine, au sens balzacien, pour ceux qui la vivaient, qui la construisaient jour après jour, mois après mois, année après année, poursuivant leur but avec espoir et détermination, avec les moyens dont ils disposaient. On ne peut qu'admirer et s'émouvoir de la constance du vieux lutteur obstiné qu'a été Raini Layarivon pour sauver la souveraineté et l'indépendance de son pays, en même temps que son propre pouvoir. Lui qui cultivait le brouillard du doute autant qu'il le pouvait parce qu'il savait mieux que personne qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et il n'est pas interdit d'estimer le travail de ceux qui, face à lui, étaient en service commandé pour une mission officielle, confondant en ce temps-là civilisation et colonisation. Il n'avait pas fallu moins de 3 amiraux, 4 consuls, sans compter les ministres et les résidents, cherchant sérieusement à convaincre le vieux potentat de l'intérêt de propositions qui n'étaient pas toutes détestables, jugées à l'aune des idées de l'époque. C'est l'intérêt de documents comme ceux que nous avons cités ici, de redonner vie à ces acteurs des deux bords, morts depuis longtemps, oubliés pour certains d'entre eux, de nous permettre de lire leurs propos, d'imaginer les scènes vécues dont les dialogues nous sont parvenus intacts dans le livre jaune ou le livre rouge, directement utilisables pour un film ou une série télévisée. On peut imaginer facilement que, comme nous les vivants, ils se levaient chaque jour, prêts tout simplement à faire leur travail, à affronter une tâche parfois difficile mais souvent exaltante, ce que le poète Mallarmé, leur contemporain, appelait affronter le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui.
désolé d'avoir un peu débordé. S'il y a des questions.